Bonsoir, c'est Eliane. Eh bien, je voulais vous proposer une petite balade en forêt, mais là, il se met à pleuvoir assez méchamment. Et du coup, je reste un petit peu confiné dans mon véhicule. Alors, aujourd'hui, une petite réflexion improvisée concernant eh bien, les résultats du premier tour et donc le second tour de la présidentielle. Alors je commence évidemment par la déception des 0,9% de François Asselineau. Je pense qu'on a évidemment tous été surpris. Alors après, que dire par rapport à ça? Eh bien, j'ai envie de dire que... alors oui, je voudrais balayer déjà tout de suite le fait que la pluie fait beaucoup de bruit sur le capot. Et puis dire aussi que en fait, il y a eu des gens qui ont commencé à parler de fraude, d'élections truquées, etc. Alors, j'ai pas trop approfondi la question parce que je pense que c'est pas non plus a priori, on n'est pas tout à fait dans des régimes dictatoriaux. Par contre, ce qui m'apparaît effectivement un peu étrange, c'est le cas de Périni. J'ai lu un article du Figaro dont le sujet était de parler des meilleurs scores de tous les candidats, puisque chaque candidat a fait un meilleur score quelque part, souvent dans des petites villes ou des villages. Et donc, à Périgny, c'était François Asselineau qui avait fait le meilleur score avec 22,5% à peu près, ou 22,2, 22,3, enfin dans les 22%. Ça, c'était marqué donc sur le journal Le Figaro, qui est un journal, ma foi, fort officiel et fort respectable. Si vous allez sur l'Association des mairies de France, eh bien là, vous tombez sur des chiffres de 16% sur Asselineau, avec Marine Le Pen qui est devant lui. Et puis si vous allez sur les résultats du ministère de l'Intérieur, qui sont a priori les résultats officiels, et bien là vous êtes à, je sais plus, 0,7 ou 0,8 ou 0,9, enfin vous êtes très proche de la moyenne nationale. Alors c'est très très étrange. Après, je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose à ce qui s'est passé au second tour, à moins que, évidemment, les voix Macron, qui sont, d'un point de vue des réseaux sociaux, hyper étranges, parce que personne n'en parle. Alors, on se dit, c'est quand même étonnant. Alors, moi, je tiens à relativiser le propos de certains, parce qu'il y en a qui disent personne n'en parle. Moi, j'ai vu des gens qui en parlaient. Maintenant, c'est très très minoritaire, effectivement, par rapport à Asselineau, à Mélenchon ou même à Marine Le Pen, qui sont en fait, voilà, les trois personnages qui étaient les plus dont les sympathisants étaient les plus actifs sur Internet. Cela étant dit, j'aurais deux remarques à faire qui pourraient éventuellement expliquer, enfin c'est mon interprétation personnelle, qui pourrait expliquer un score vraiment très faible. Alors la première, donc elle est d'ordre esthétique. Je ne comprends pas, en fait, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que dans les meetings ils utilisent de la lumière verte pour éclairer les gens, quoi, ou même pour éclairer François Asselineau. Faut pas faire ça. Alors après, le logo de l'UPR est vert, c'est bien, c'est un choix, ma foi, qui se défend. Après, évidemment, sur les couleurs en France, on est plus habitué au bleu et au rouge. On n'a pas de jaune, on n'a pas de orange, on n'a pas de rose, on n'a pas de violet. Voilà. Alors là, le vert est une couleur qui est assez douce, qui est assez recherchée, qui a une certaine élégance. En soi, je trouve que c'est une couleur assez sympa, originale, qui va bien un peu avec l'offre et le discours de François Asselineau. Après, ce qui me dérange un peu, c'est que éclairer les gens avec cette même couleur, c'est tout simplement catastrophique, quoi. C'est pas possible. Renvoyer des reflets verts sur la peau humaine, ça renvoie tout de suite à la maladie, à Frankenstein, à la radioactivité. Il n'y a rien de positif là-dedans. Vous pouvez être éventuellement dans le jaune, vous pouvez être rouge, éventuellement. Vous pouvez même être un peu froid, vous pouvez être bleu. Mais vous pouvez pas être vert, quoi. C'est pas possible, quoi. Et alors, ce que je me dis, c'est que, moi j'ai vu ça de l'intérieur. Donc quand je regardais les meetings de François Asselineau, je prenais le temps de les regarder. Je mettais un peu de côté cette histoire de lumière verte. Mais maintenant, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre François Asselineau, comme beaucoup de Français, lors du laps de temps entre la publication des parrainages et le premier tour.
Donc là, Asselineau passe beaucoup dans les médias, enfin il passe comme il est autorisé à passer. Par contre, tout le monde le présente comme un complotiste. Et alors je me dis, bon, imaginons une personne, voilà, du grand public, la ménagère de moins de 50 ans, pour schématiser et caricaturer un peu. Donc vous avez cette ménagère de moins de 50 ans, qui donc n'a jamais entendu parler de François Asselineau avant, qui ne connaît pas son discours, toutes ses analyses, et qui le découvre donc à la télé. Elle va voir quelqu'un, ma foi, bien habillé, poli, plutôt calme, qui, à mon avis, inspire de la sympathie et qui a l'air intéressant. Et elle se dit, tiens, je vais aller voir ce qu'il raconte, le gars. Et alors, elle va sur Internet. Elle voit des vidéos, alors elle voit 2 heures, 3 heures, 1h40, 4 heures, 5 heures. Elle se dit, elle peut pas voir ça, c'est beaucoup trop long. Donc en fait, ce qu'elle va faire, c'est que elle va aller voir des vidéos de compilation, des vidéos qui sont plus courtes, qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes. Et donc là, elle peut tomber sur des génériques, entre guillemets, de ces vidéos de compilation, où on voit la foule, hein, puisque évidemment c'est intéressant de montrer cette foule, c'est voilà l'argument de la preuve sociale, qui est un argument très fort. Donc si on voit qu'il y a des gens qui ont la pêche, qui agitent des drapeaux, qui disent ouais, Asselineau, tout ça, évidemment c'est quelque chose qui peut être motivant et qui peut rendre curieux. Par contre, elle voit cette foule comme ça, et pouf, c'est tout éclairé en vert, quoi. Et là, elle se dit, mais ils doivent avoir raison, les journalistes de France Inter, de France 2. Mais c'est une secte, ce truc. C'est super bizarre, cette ambiance. Donc voilà, voilà, je n'ai pas compris ce choix esthétique. Pourquoi éclairer en vert, quoi. Il suffisait simplement d'éclairer en blanc, éventuellement un peu chaud, même à 4000 Kelvin, ou voire pourquoi pas 3002, mais pas en vert, quoi. Non, je comprends pas. Voilà. Et puis alors l'autre argument que j'aurais, je reprends cette même ménagère de moins de 50 ans, il y a un truc qui s'appelle la résistance au changement. Vous voyez, on dit toujours les Français, on veut tous du changement, mais en fait on veut du changement pour les autres. On est très très conservateur dans notre quotidien, on a des habitudes de comportement. Et c'est normal, on se crée des routines. Et ces routines, en fait, elles nous permettent d'être plus économes en énergie et d'être plus efficaces et de fatiguer moins. Par exemple, moi j'ai des trajets en voiture que je fais très régulièrement, certains depuis plus de 20 ans, et du coup je les fais presque sans y penser. Et alors le jour où sur ce trajet je dois prendre le même trajet et qu'à un moment donné je dois tourner à gauche au lieu de tourner à droite, et très souvent je me plante. Parce que à un moment donné, je sais pas, je vais penser à quelque chose, voilà, je vais être en conduite entre guillemets automatique. Vous savez, cet état où quand vous êtes dans les bouchons, ou voilà, vous êtes très familier avec un trajet. Eh bien, hop, je vais partir, peut-être, je sais pas moi, 3 fois sur 5, je vais partir, ou même des fois 4 fois sur 5, je vais partir dans la direction dont j'ai l'habitude, et après je vais me dire ah mais non, faut pas que j'aille là, etc. Donc en fait on est complètement habité par ce genre de choses, et c'est pareil dans la pensée, c'est-à-dire qu'on a des routines de pensée, de comportement, de croyances qui font que c'est très difficile d'en changer. Et alors, quand vous êtes là comme ça devant votre télé, on vous parle de trucs, et là vous avez un monsieur qui arrive, donc toujours pareil, hein, il présente plutôt bien, et puis il vous dit, moi je sors de l'Europe, je sors de l'euro, je sors de l'OTAN. Boum, le truc, voilà. C'est très difficile d'ingurgiter cette information. Elle est complètement nouvelle pour vous, vous y avez jamais pensé avant. L'Europe pour vous c'est quelque chose de complètement intégré, puisque en fait on en parle depuis 40-50 ans, et ça a toujours été fait d'une certaine façon, et il n'y a jamais eu de remise en cause de ça, nulle part. Il n'y a pas eu de critique. Alors on a parlé un peu d'euroscepticisme ou des choses comme ça, mais comme le dit justement François Asselineau, il n'y a jamais eu vraiment de débat là-dessus. Donc vous êtes habitué à considérer que l'Europe c'est bien, et que en même temps vous n'avez jamais imaginé que vous pouvez plus en faire partie. Et du coup là vous avez un gars qui arrive et qui vous dit moi je sors direct. Alors ça marche pas, parce qu'il y a cette résistance au changement qui fait que face à une idée aussi nouvelle que ça, même si voilà les Anglais ont commencé à sortir, donc elle n'était pas complètement nouvelle, mais elle est quand même encore très nouvelle. Enfin elle était en tout cas au début
de la campagne du premier tour, elle était très nouvelle à 80, 85, 90%, je dirais. Et donc, puisque en fait les autres partis contestataires qui sont là depuis un moment parlent de renégocier, de chipatouiller, voilà, mais ils parlent pas vraiment d'en sortir. Alors, ils disent on dit qu'on en sort pour menacer, mais en fait non, ou oui, enfin ouais, vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc ça, on pouvait éventuellement commencer à le comprendre, mais sortir direct comme ça, non. Et puis alors en plus, le problème, c'est que ça ne répond pas aux préoccupations des Français. C'est-à-dire que dans la hiérarchie des préoccupations des Français, j'ai vu un sondage, alors je me souviens plus exactement, mais en premier, vous avez l'emploi, vous avez le terrorisme, la sécurité, l'éducation, le pouvoir d'achat. Voilà, vous avez ce genre de préoccupations qui touchent en fait notre vie au quotidien et qui est bien légitime. Et la préoccupation de se dire est-ce que je dois être dans ou hors de l'Europe, elle arrive bien derrière tout ça. Ce qui fait que François Asselineau, moi je comprends très bien sa démarche parce que c'est quelqu'un qui est très droit et qui est très logique, qui a analysé le truc et qui dit bon bah voilà, la cause première c'est ça. Donc, eh ben, j'arrive et je commence mon discours par ça. Mais en fait, peut-être que ça aurait été plus malin de dire aux Français lors des passages en télé, de dire, moi, je vous promets solennellement, comme il disait, je crois, ou je vous jure solennellement, je vous diminue le chômage de 1,5 million de personnes en 3 ans. Ou même 2 millions en 3 ans, et si j'y arrive pas, je dégage, direct. Moi, je vous fais le SMIC à 1300 € net. Moi, je vous fais un minimum vieillesse à 950 € net. Moi, je vous favorise l'agriculture familiale, la permaculture, le bio, les médecines douces, etc. Moi, je ne touche pas à la sécurité sociale, je ne touche pas aux retraites. Voilà, commencer par avancer ces éléments de son programme qui concernent le quotidien des Français, et puis ensuite, quand les journalistes lui disent « Oui, bah, c'est bien gentil tout ça, mais comment vous faites pour financer ?» Eh bien, pour financer, voilà, moi, j'ai un plan, je peux récupérer, en fait, ça allait jusqu'à 72 milliards par an. Mais il n'a jamais développé dans les médias pour aller autant, mais... Voilà, je vous sors 20 milliards. Comment je fais? Premièrement, je sors de l'Europe. Les subventions qu'on donne à l'extérieur, elles retournent dans notre poche et donc je peux financer des routes, je peux financer des écoles, je peux financer tout un tas de trucs, de la santé, etc. Ensuite, il y a les aides machin. Ensuite, il y a la lutte contre l'évasion fiscale. Ensuite, il y a... Ah oui, c'est aussi de dire, moi, j'interdis vraiment toute délocalisation. Donc en fait, s'il avait commencé par présenter les effets de son programme au lieu de présenter le moyen d'obtenir ces effets, eh ben les gens se seraient arrêtés et auraient commencé à écouter ce qu'il dit. Alors que comme il commence par dire je sors de l'euro, je sors de l'Europe et tout ça, quelque part ça bloque l'écoute pour la suite du message. Et ça, à mon avis, c'est une erreur stratégique en fait, d'avoir trop focalisé sur l'Europe. Après, la référence aux articles, bon, bah, elle a été, c'est devenu une blague, ça a été caricaturé, etc. Ma foi, oui, il aurait pu faire plus malin en disant, de toute façon, ça, vous pouvez pas le faire, monsieur. Bah, je peux pas le faire, comment ça, je peux pas le faire? Non, vous pouvez pas. Ah bon? Et pourquoi donc, je vous prie? Article machin du truc, voilà, c'est marqué là. Voilà, au lieu de commencer à dire j'ai l'article truc qui dit que, j'ai l'article truc qui dit que. C'est-à-dire, on commence par dire les possibilités et les impossibilités sans les justifier, on les affirme. Et donc, la personne nous attend en tournant, elle nous demande de confirmer ou de nous prouver ça. Et bien justement, la preuve, on l'a. Par moment, il l'avait fait par rapport aux accusations de complot, où il avait prévu le truc et il avait ramené les articles. Donc ça, c'était pas mal. Mais après, ce jeu-là, dans la façon dont il s'y prenait, en fait, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour que ça touche tout le monde. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au résultat de l'UPR. Maintenant pour le duel, hein, donc on a ou alors non, je vais peut-être faire une autre vidéo pour le duel, comme ça on va séparer, au lieu de faire des grosses vidéos, je vais essayer de faire des morceaux un peu plus petits. Là je vois que je suis à 15 minutes 28, 29, 30.
Donc on va s'arrêter là. En plus, voilà, j'aurais préféré marcher, mais là c'est vraiment pas possible. Eh bien, je vous dis à bientôt. J'avais prévu de faire une vidéo avant le débat pour voilà, faire une petite analyse entre le résultat du premier tour et avant le débat, et puis après faire un complément pour après le débat. Je vais pas pouvoir le faire, donc je vais tout faire ensemble, certainement après le débat, puisque je vais regarder le débat ce soir. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à bientôt.